Comme le titre du film Agatha et les lectures illimitées le suggèrent, les images résistent à toute détermination. Les salons et plages vides, la mer sans horizon. Oh, pardon. Je recommence. J'espère que vous n'avez pas trop faim pour l'instant. Comme le titre du film Agatha et les lectures illimitées le suggèrent, les images résistent à toute détermination. Les salons et plages vides, la mer sans horizon, les personnages qui voyagent en déambulant parmi ces espaces, tout est déconnecté. Pour employer les mots de Deleuze, l'espace n'est plus tel ou tel espace déterminé, il est devenu espace quelconque. Mais comment aborder une analyse de ces images disjointes, fixes, lentes, que non seulement nous voyons, mais qui voient? Dans la critique du cinéma de Marguerite Duras, nous soulignons ce qu'elle fait. Elle crée des vides, elle détruit l'image, elle fait voir. Les mêmes idées font toujours surface. Le noir, la répétition, l'indicible, l'impossible, le cinéma écrit, le texte hybride. Les images elles-mêmes ont été délaissées. Pourtant, c'est avec les images que nous avons affaire. Pour ces images illusoires qui se déroulent dans la conscience, Deleuze nous fournit une taxonomie et les moyens pour en faire une étude. Dans un premier temps, je vais définir ce que l'espace quelconque veut dire et pourquoi il s'applique à la lecture des images d'Agatha. Dans un deuxième temps, j'étudierai les conséquences de l'espace quelconque et sa signification pour notre compréhension du rapport mouvement, espace, temps, conscience. L'espace quelconque constitue la condition dans laquelle le temps s'est échappé pour donner une image directe du temps. Si Agatha illustre un temps d'avant et un temps d'après qui établit l'espace quelconque, parallèlement, ce temps permet également de révéler le rapport du texte au film et vice-versa. À la lumière de Deleuze, je me propose une autre lecture d'Agatha et de la relation entre texte et image. Il ne s'agit pas d'une œuvre hybride de mélange de texte et de film, mais Duras vise un au-delà du texte et du film, un espace quelconque, un entre-deux. Aux questions fondamentales d'un spectateur, où et quand, la réponse dans l'espace quelconque est impossible de savoir. Pour reprendre la définition de Deleuze, l'espace n'est plus déterminé, il est devenu espace quelconque. Cela veut dire que l'espace est divisé physiquement, déconnecté d'un index, non totalisable et indiscernable. Ensuite, pourquoi est-ce que l'espace n'est-il pas déterminé dans Agatha? Certes, des lieux apparaissent, une plage, une maison, une ville. Premièrement, évidemment, les endroits sont vidés. La plage nue, ce désert de la marée très basse, le ciel, la ville, les endroits pour les touristes vacants, et enfin, à titre d'exemple, les plans noirs. Les plans noirs exposent un vide et, intercalés toujours avec la coupe irrationnelle, ils divisent à défaire l'espace, à rompre les liens avec l'avant et l'après. Deuxièmement, au niveau géographique, par le cadrage et par le montage, Duras divise l'espace en sections. Par exemple, la première image du salon nous montre deux fenêtres à un angle diagonal créé par des piliers que j'espère que vous voyez, mais peut-être pas. Coupe franche. Le plan suivant est presque un reflet du précédent. Un panoramique commence qui devrait par sa nature créer une fluidité et une compréhension de l'espace, mais rien de pareil ne se produit. Le cadre est interrompu par un pilier et le salon a l'impression de se prolonger plus loin. À cause de ce pilier, on ne se rend pas compte qu'il s'agit d'un miroir le long du mur. Ainsi, Duras nous présente les lieux différents du film. La mer, certes, elle n'est jamais totalisable à cause des limites de l'écran, mais Duras insère la mer davantage dans un cadre, voire mise en abîme, et la divise en strates entre sable, mer et ciel, stratifiés toujours d'une façon différente,
varier selon le temps. Les panoramiques, qui normalement cherchent à poursuivre l'espace, ici ne font que le décentrer davantage, comme si les plans tournaient sur eux-mêmes. Les diagonales et le fameux salon des glaces servent à donner une impression visuelle d'infini. Bref, de ce salon, de cette villa, de cette ville, on ne voit jamais le tout. Non totalisable, l'espace reste illimité. L'espace ne s'actualise pas non seulement en tant que sa construction géographique, mais aussi par rapport à l'action et au contexte. L'espace n'est plus odologique, c'est-à-dire dérivé des expériences des personnages. À part quelques déplacements des silhouettes, il n'y a pas d'action. Les voix habitent un espace imaginaire, rien que notre espace quelconque. Pendant que les corps, ces âmes sans qualité, sont détachés dans un état interminable de promenade, d'attente et de fatigue. Ils sont tous comme le spectateur, des voyeurs. Dans l'image vidée où le personnage est absent, l'espace est débarrassé des coordonnées humaines. Il n'y a plus de coordonnées spatio-temporelles. Tout ce qui nous en reste comprime une collection amorphe et indépendante de l'ordre temporel, car il n'y a ni continuité géographique, ni continuité de narration à ces images. La déconnexion de l'espace et de l'action nous mène au dernier aspect de l'espace quelconque, la notion d'indiscernabilité de perspective. Dans les scènes de la plage, parfois, mer et ciel, mer et fleuve s'entremêlent. Or, une autre forme d'indéterminisme concerne le point de vue et le temps de l'image. Elle dit « 23 ans, je crois me souvenir. Il n'y a personne. La plage est lisse comme un hiver. Je vous y vois encore. » Pendant que nous voyons cette plage lisse d'hiver. Peut-être que c'est une image imaginaire de recollection de ces voix. Cependant, on arrive au plan 21 avec Bulle allongée, les yeux fermés. Les images précédentes sont-elles donc de son point de vue? Sont-elles ses propres images mentales? Bulle commence à ouvrir très grand ses yeux, suppliant le spectateur de pénétrer son regard. En outre, ce plan coïncide avec ce que dit la voix. Regarde, je vous regarde. Le plan suivant nous montre Yann. Le voit-elle? Or, on le retrouve maintenant au même endroit qu'au plan du début, devant la même porte qui était vide. Ces images sont-elles donc de sa perspective à lui? Ou bien s'agit-il d'un œil à part, objectif de la caméra? Comme l'espace est indéfini, impossible d'en connaître le point de vue. À ce stade, il n'est même plus question de point de vue. On entre dans ce que Deleuze appelle, je cite Deleuze d'abord, objective, subjective, perte d'importance. On est même au-delà de la distinction objective-subjective. La caméra a acquis une nouvelle dimension de subjectivité. On entre dans ce que Deleuze appelle une subjectivité libre indirecte ou visualité libre indirecte. En outre, la possibilité d'une image de recollection ou de rêve remet en question la notion du temps, c'est-à-dire image virtuelle ou image actuelle, présente. Autrement dit, il est impossible, même inutile, de distinguer l'objectif du subjectif, le physique du mental, l'actuel du virtuel, le passé du présent. La première conséquence de l'espace quelconque est une crise de l'action, du mouvement et de la perception qui mène à l'action. Il est toujours question de la coupe irrationnelle. Comme il n'y a pas d'action proprement dite dans ce film, en effet, Agatha n'offre que des coupes de perception. Il est intéressant de noter que cette rupture correspond justement à une incapacité de voir. Par exemple, je me souviens de tout ce que vous venez de dire.
Je ne me souviens pas l'avoir vu. Je ne suis plus sûre de rien. Tout est si obscur. Après ces paroles, tout est si obscur, un plan noir s'ensuit. Les noirs ont donc plusieurs fonctions. Ils divisent l'espace, coupent la perception, et enfin, ils déconnectent le temps. Il ne s'agit pas tout simplement d'une coupe franche, mais le plan noir rompt les liens avec les plans précédents et suivants, et il prend sa propre indépendance, et par conséquent libère les autres plans. Et cela est vrai pour tous les autres plans. Dès lors, les plans deviennent indépendants comme des interstices, afin de nous montrer précisément l'intervalle entre deux. Deleuze écrit que la perception et l'action se lient par l'intervalle, mais quand une perception ne s'étend pas à l'action, l'intervalle s'échappe et prend sa propre indépendance. Il ne s'agit même pas de surmonter les vides, car l'interstice ne fait plus partie des deux séries. En fait, nous n'avons que des intervalles. Le temps étant amputé, ainsi, il s'échappe dans l'intervalle et par l'intervalle se présente, se cristallise. Prenons les images de la mer et la mer coupée par un interstice. D'une image à l'autre, on remarque une différence minuscule, presque imperceptible, à cause de cette séparation par le plan noir. Si les couleurs changent, si l'atmosphère change, il est impossible de connaître le temps de ces images, si l'un venait avant l'autre ou après l'autre, se manifestant elle-même en morceaux de temps. Seule l'image du temps se révèle à nous. Dans l'image mouvement, on distingue aisément le passé du présent, le virtuel de l'actuel. Mais dans l'image temps, impossible, même inutile de faire cette distinction, l'objectif étant la représentation directe du temps. Lorsqu'on parle de l'image temps, on vise l'opération fondamentale du temps, la simultanéité du passé et du présent. Je cite Deleuze. Le passé ne se constitue pas après le présent qu'il a été, mais en même temps. Il faut que le temps se dédouble à chaque instant, en présent et en passé, en deux directions hétérogènes, dont l'une s'élance vers l'avenir et l'autre tombe dans le passé. Duras nous offre trois formes de l'image temps: l'image cristal, les strates et la profondeur du champ. Prenons d'abord l'image cristal. On a déjà vu la nature ambiguë des images dans Agatha. Impossible de déterminer ce qui est actuel de ce qui ne l'est pas. L'image cristal est l'image actuelle et sa propre image virtuelle. Je cite Deleuze. L'union d'une image actuelle et d'une image virtuelle au point où on ne peut plus les distinguer. Ou encore, le présent et son passé contemporain, l'image dans la glace. Le plan 90 nous fournit un exemple parfait. Bulle regarde la fenêtre, enveloppée par une lumière hallucinatoire. Elle vient vers la caméra, s'arrête de profil, et la caméra enchaîne un panoramique, quitte Bulle et son couple s'en retrouve face à nous. Ce reflet se transforme en image actuelle. L'image cristal est le miroir, immédiate, symétrique, consécutive ou double simultanée. Voilà la raison de toutes ces symétries de Duras. Un côté se reflète dans l'autre. Actuel et virtuel ensemble qui coalescent. La première forme de l'image temps dans Agatha est toujours un intervalle ou un entre-deux. Dans Agatha, Duras crée visuellement des espaces d'entre-deux. La porte, les chemins. Les chemins divisent l'espace en deux parties symétriques. En outre, ces chemins viennent et mènent vers un extérieur. Mais cet extérieur n'est pas un hors-champ. Il s'agit d'insérer l'extérieur dans l'intérieur. Deleuze explique. La mémoire est la membrane qui rend l'extérieur et l'intérieur présents l'un à l'autre,
qui fait correspondre les nappes de passé et les couches de réalité. Les uns émanant de dedans toujours là, le passé, et les autres advenant d'un dehors toujours à venir, le futur, tous deux rangeant le présent qui n'est plus que leur seule rencontre. Ces chemins représentent cette membrane, banc de la mémoire. Il ne s'agit pas d'une séparation de l'extérieur et de l'intérieur, mais d'une confrontation des deux, une insertion de l'extérieur, le futur, dans l'intérieur, le passé, de mettre en abîme. C'est aussi le couloir des miroirs infinis. Je cite, la mise en abîme ne redouble pas l'unité. En tant que miroitement interne, elle ne peut jamais que la dédoubler et la soumettre à la relance infinie de scissions toujours nouvelles. Les séquences de la mer et la mer cadrée constituent une mise en abîme par excellence, ou la mise en abîme par excellence. Pourquoi encadrer la mer ainsi? Si vous voyez, c'est encadré. Sans cadre, on a l'impression d'être dehors sur la plage, mais quand on voit la mer encadrée, qui a déjà pourtant l'air d'un écran, une image virtuelle, cela bouleverse notre perspective. On était en réalité à l'intérieur. De mettre en abîme ne constitue-t-il pas l'histoire d'Agatha, son engloutissement dans la mer? Chaque image se tire du vide uniquement afin de retourner à l'abîme jusqu'à l'infini. Seuls subsistent les interstices, des cadrages et des décadrages perpétuels. L'espace dans lequel ces personnages déambulent est également un entre-deux. Dans le salon, les deux miroirs définissent ou pas les deux bouts de la salle. Bulle est attirée impulsivement vers ces murs auxquels elle peut se supporter et s'adosser contre la décentralisation du milieu, ou peut-être afin d'atteindre l'autre côté du mur, une dimension virtuelle. Les personnages, y compris les voix, sont condamnés à errer dans l'intervalle, dans le temps. Car le corps n'est jamais présent, mais contient un avant et un après. Il constitue la dimension proustienne, je cite, d'après laquelle les personnages et les objets occupent dans le temps une place incommensurable à celle qui tiennent dans l'espace. Au lieu de mouvement physique, il s'agit plutôt qu'un déplacement dans le temps, toujours un temps d'avant et un temps d'après. Avant de voir une personne, nous voyons un gros plan des traces dans le sable indiquant une présence antérieure, une présence qui n'est plus, qui, comme un fantôme, s'attarde sur Terre. Peut-être qu'ils sont déjà morts. Peut-être qu'ils ne sont même pas là. On ne peut même pas dire si les deux corps habitent la maison en même temps. Dans les trois plans où ils sont ensemble, on a l'impression qu'ils occupent des dimensions différentes. Mais cela est aussi l'histoire d'Agatha, l'impossibilité d'être ensemble, ou plutôt, comme Deleuze le dirait, l'incompossible, où le temps et l'espace où ils coexistent sont incommensurables. Je cite Agatha, et ce sera le même ciel. Fin de citation. Ce même ciel qui passe partout, qui traverse, comme les lignes diagonales, tous les âges. Et quels sont ces âges dans Agatha? Nous avons parlé des temps qui coexistent, mais quels sont ces temps? Deleuze dit, je cite, « Les couches du passé existent. Ils sont les strates d'où on tire nos images recollections. Les conséquences, l'image n'a plus de l'espace, mais de la topologie et du temps. Dans Agatha, les couches sont bien là. Dans la bande sonore, cela se perçoit dans l'évocation de mêmes souvenirs quand les voix superposent leur âge. Je cite, « Je vois que vous avez 15 ans, que vous avez 18 ans.
Vous aviez 5 ans, 7 ans, 12 ans. Elle a 18 ans et puis elle a 23 ans. Voilà nos images stratigraphiques. Dans la deuxième représentation directe du temps, les couches se juxtaposent simultanément. Curieusement, dans le plan 42, les strates se répètent et nous avons comme un reflet, et nous avons encore entre les strates une autre répétition. Car chez Duras, dans Agatha, tout recommence. Les images, les histoires, le départ et le retour inévitable. Comme la mère est toujours en train de couvrir et de découvrir. Deleuze illumine ces thèmes récurrents. Dans ce passage, les éléments des plans différents communiquent. Le piano, le fleuve, la villa servent d'objets qui occupent une place incommensurable avec le temps. Les couleurs que j'ai fait représentent des différentes périodes. Et le rouge, les mots rouges indiquent les éléments communs entre les strates. C'est un long passage, donc je ne vais pas le lire, mais j'ai essayé de souligner que dans cette narration, tout se mélange et les différents éléments des différents événements s'immiscent entre les strates. Je cite Deleuze. Au lieu d'une addition d'objets distincts sur un même plan, voilà maintenant que l'objet reste le même, mais qui passe par différents plans. Les événements dans Agatha, les 2 moments de la mer, le fleuve, le pique-nique, le piano, la valse de Brahms, l'hôtel, les siestes, ce sont les strates qui coexistent, se traversent et se répètent dans l'image du temps. Si l'on perçoit la division du temps dans l'intervalle, l'entre-deux et les strates, les diagonales comme un biais traversent les temps. C'est le fleuve qui, comme une bande médiane, coule au milieu du désert, traversant et liant les strates. La profondeur du champ dans Agatha permet de voir plus loin dans le temps. Deleuze dit que la profondeur, je cite, c'est une continuité de durée qui fait que la profondeur déchaînée est du temps, non plus de l'espace. C'est un ensemble de liaisons non localisables, toujours d'un plan à un autre, qui constitue la région de passé ou le continuum de durée. Les plans donc interagissent. Parfois, on aperçoit des silhouettes lointaines. Elles ne sont pas anodines étant donné le travail de l'image vide. Comme les reflets de bulles dans la glace, ces figures lointaines, loin dans la profondeur, provenant d'un autre temps, représentent leur virtualité. Ces figures sont bien là, figures du temps corporalisées. En utilisant tous ces moyens, l'espace quelconque qui inaugure le circuit d'indiscernabilité et libère l'intervalle, l'image stratigraphique, la profondeur du champ, Duras nous révèle l'image directe du temps. Or, après toutes ces indiscernabilités, ou peut-être impossibilités, qu'est-ce qui reste après l'espace quelconque? Quand le monde n'est plus connecté, on ne croit plus qu'au faux. Deleuze cite Rimbaud, « Je et un autre ». Le temps libéré est le pouvoir du faux qui est venu en existence dans le mouvement faux, aberrant, décentré, dans l'espace quelconque. Dans Agatha, le faux, c'est la vérité. Le mot mentir se répand. Je est toujours un autre. Le cadrage et décadrage. Le circuit virtuel actuel. Et enfin, un titre exemple, les personnages, y compris les acteurs, et d'ailleurs Duras peut-être. Qui sont lui et elle? Agatha, le nom de la villa, et ce dont on se rend compte à la fin du texte de Musil. Je cite, « Ce n'est pas mon nom, je lui ai dit m'appeler d'un autre prénom, de celui de Diotima. » Lui, que lui dites-vous d'Agatha? Elle, que c'était le nom que me donnait un amant du nom de Ulrich Amer.
Ces bulles aussi qui errent dans l'intervalle entre les deux glaces, qui se regardent dans le miroir, et comme si elles essayaient de se définir, se touchent pour voir si elles existent vraiment, ou si elle n'est qu'une autre image virtuelle. Voilà la signification de ces errances dans l'intervalle, dans l'état de devenir. Je cite, un perpétuel se distinguer. Le personnage n'est pas séparable d'un avant et d'un après, mais qui réunit dans le passage d'un état à l'autre. Il devient lui-même un autre. Fin de citation. Il s'agit toujours de se défaire et de se refaire. Pourtant, tout cela est aussi l'histoire d'Agatha. Vers la fin, on comprend que toute cette histoire n'était qu'une autre. Un autre avant et un autre après, une mise en abîme de plus. À ce stade, à ce point, on est dans une dimension ultérieure, extérieure, insérée dans le film, comme le tableau à la fin qui révirtualise la mer, qui recadre une nouvelle fois cette mer, ce fleuve et ce ciel. On ne sait plus de quelle histoire il s'agit, chacune n'étant qu'un autre reflet. On revient à l'espace quelconque, on revient au salon des miroirs qui se reflètent infiniment. Je cite, que vous diriez, illimité? Du circuit le plus petit, l'image cristal, à l'image son et l'image visuelle, texte et image, jusqu'au circuit très large des autres textes et histoires de Duras, l'un est toujours l'autre, est toujours dans l'autre. Les intervalles, l'entre-deux, c'est le texte et image, la bande sonore et la bande visuelle. Je et un autre s'appliquent également pour l'audiovisuel. Les bandes qui tournent sur elles-mêmes, parfois se touchant, puis se rompant. Quand tout est faux, il n'y a que des réenchaînements de ce morcellement, de cet amoncellement d'intervalles indépendants. Je cite, on ne croit plus aux liens, mais aux ruptures. Au lieu d'une image après l'autre, il y a une image plus une autre. L'image doit se lire. C'est la condition de l'image stratigraphique, comme la pierre agate. C'est aussi la condition des images du texte par excellence. Il serait simpliste de conclure qu'au travers de son film, que Duras ne nous transmettre qu'une lecture, que Duras fait lire. Cela ignorerait tout le travail de chaque image individuelle et du montage de Duras, duquel émerge la représentation directe du temps. S'il y a une unité dans Agatha, c'est l'avant et l'après. Le texte et le film, incommensurables et coexistants, comme l'histoire du frère et de la sœur. La conclusion que j'en tire n'est pas qu'on a ces gouffres, des écarts et des lectures, mais je vois le texte et le film comme deux intervalles, distincts mais indéterminables. Selon moi, ce n'est pas une destruction du texte ou de l'image, mais la création d'une nouvelle classe d'espace. Nous, les lecteurs, spectateurs, sommes aussi entre les deux. La rupture et la dissonance de ce choc au spectateur, produit par le désaccord entre image et son, reproduit inlassablement la douloureuse blessure du présent, image actuelle, devant les yeux d'une personne qui, pour un temps, était ailleurs.